La différence entre la procrastination et la flemme, donc Est-ce que justement tu as une anecdote à nous partager où tu as eu une situation où tu procrastinais et tu as réussi à t'en sortir? il y a une règle qui a été, «inventée» entre guillemets par une américaine qui s'appelle Mel Robbins et qui est hyper utile dans ce genre de situation. C'est la règle des 5 secondes. L'année dernière, je m'étais amusé à compter le nombre d'heures que j'avais passées sur, Instagram. Ouais, c'est hyper profond comme question. Après pour moi, ne s'appuyer que sur sa discipline pour éviter de procrastiner, c'est pas tenable sur le long terme. Mmh. Pas juste de dire: «Ah je vais arrêter, oh il faudrait que j'arrête». Tu vois le «il faudrait», Ouais. tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même, tu vois? Avant de commencer cet épisode, je souhaite remercier toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent. Sachez que ça représente beaucoup pour moi. Pour les personnes qui viennent de me découvrir, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à me suivre sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Sachez que je ne compte pas m'arrêter là et que ça sera grâce à vous que j'arriverai à inviter les personnes les plus inspirantes et les plus intéressantes possibles. C'est parti pour l'épisode. Claire, merci à toi d'être là, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur Dis-moi en plus. Alors, Claire, tu es une spécialiste de l'organisation du temps, de l'organisation, enfin de la gestion du temps, je voulais dire, de la productivité également, de la structuration de business. Tu as ton entreprise The Minimal Plan. Tu as également un podcast Bye Bye Procrastination. Yes. On aura, on aura, je pense, l'occasion de revenir sur tes différents périmètres d'intervention. Mais aujourd'hui, on va faire un focus sur la procrastination. Alors, moi, ça m'arrive de procrastiner, ça m'arrive toujours de procrastiner. Pendant longtemps, j'ai combattu ce fléau et je le fais toujours, hein. Et l'idée, c'est que, il y a des personnes qui ont à cœur de faire des choses, mais qui ont, en fait, qui sont comme enchaînées, qui sont enchaînées et l'objectif, en fait, ça serait de leur donner quelques éléments pour se défaire de ces chaînes, hein, qui les lient à la procrastination, de façon à ce que ces personnes-là puissent se réaliser pleinement. Et c'est pour ça que j'aimerais savoir, avec ton expérience, comment tu définirais la procrastination et pourquoi c'est si répandu? Déjà merci beaucoup pour l'invitation, je suis hyper contente d'être là. Donc tu l'as dit, moi mon périmètre d'intervention c'est organisation, productivité, structuration et c'est vrai qu'une des problématiques qui revient pour les personnes que j'accompagne, mais aussi de manière hyper générale, c'est la procrastination et la procrastination, alors il y a la définition qui est «officielle» entre guillemets et qu'on va retrouver un peu partout qui est c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui et j'y ajouterais 2 choses, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire aujourd'hui de manière répétée, voire systématique. C'est-à-dire, c'est pas juste: «J'ai pas fait un truc de ma to do aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le fais demain et je le ferai demain», tu vois? C'est le fait de remettre plusieurs fois quelque chose, tu vois? Vraiment de repousser quelque chose plusieurs fois Mmh. et potentiellement de manière systématique, au sens où il y a des gens pour qui c'est un vrai mode de fonctionnement, de fonctionner comme ça. Donc ça, c'est la première chose que j'ajouterais à la définition classico-classique. Mmh. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est la dimension, la différence entre la procrastination et la flemme. Donc la procrastination, ce n'est pas de la flemme. La procrastination, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'évitement. Donc faut imaginer dans notre tête qu'on est, des chevaux, tu vois? Heu et on est des chevaux et on court vers un obstacle et au dernier moment, on refuse l'obstacle. En fait, c'est ça la procrastination. C'est ce truc de tu sais ce que tu as à faire, tu sais, dans quel, timing est-ce que tu devrais le faire, mais tu refuses l'obstacle. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette procrastination, déjà, c'est quelque chose qui est complètement universel. Tout simplement parce que l'humain et j'ai envie de dire les êtres biologiques de manière, relativement générale, sont câblés pour éviter les situations qui vont être stressantes, les situations qui vont être difficiles, les situations qui vont nous mettre dans, qui vont nous demander de l'effort, par exemple. Mmh. Et donc la procrastination, c'est ça, c'est simplement on voit l'obstacle devant nous, on se dit: «Il faudrait que j'y aille» et après on se dit: «Franchement, petite flemme de sauter quand même, franchement, je sais pas comment je vais m'y prendre» et cetera. Donc il y a plein de choses qui vont se passer et du coup, on refuse l'obstacle et en fait, c'est tout simplement refuser les situations qui vont être difficiles ou qui vont être perçues comme difficiles.
Ok. Donc c'est uniquement, enfin, pas uniquement, mais c'est par rapport à des situations qui vont être perçues, enfin, qui seront difficiles par rapport à, enfin, par rapport à ce que des gens vont penser. Absolument. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs que de se dire, bon, je sais que j'ai ça à réaliser, mais j'ai la flemme, je vais pas le faire, je vais pas sauter, je vais me manger le mur. Est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce que intrinsèquement ça fait écho à d'autres aspects chez les individus en fait? Bah, en fait, le fait de dire c'est le fait d'éviter des situations qui vont être difficiles ou qui vont me demander de l'effort, c'est général, mais évidemment, la difficulté et l'effort, elles vont être différentes en fonction des personnes. Mm, C'est-à-dire que ce que toi, tu vas percevoir ou trouver difficile, ça va pas forcément être ce que moi, je vais percevoir ou trouver difficile. Je sais pas, je te donne un exemple, tu vois, un des exemples les plus, faciles, ce serait de dire, la différence entre les introvertis et les extravertis. mm, Ce que moi, en tant qu'introverti, je vais trouver difficile, genre, je sais pas, décrocher mon téléphone pour faire de la prospection, aller rencontrer des gens et cetera. Pour d'autres personnes, ce sera leur zone de confort, voire leur zone de génie, tu vois? mm, Donc évidemment que la difficulté, elle se trouve à des endroits différents en fonction des gens. Maintenant qu'on a dit ça, il y a un certain nombre de causes un petit peu générales qui vont pouvoir déclencher de la procrastination. La première cause, c'est le manque de motivation, le manque de sens. Donc en mm, fait, c'est le fait de... Tu sais ce que tu fais, mais tu vois pas tellement d'intérêt à faire ce truc-là. Je sais pas, par exemple, dans des situations pro, je me rappelle quand j'étais salariée, ça peut être des tâches de reporting, tu vois. mm. De trucs, je vois que tu souris, donc je pense que on a tous des expériences un petit peu comme ça, de Tellement. trucs où tu te dis, c'est une obligation, mais franchement, C'est chiant. tu comprends pas à quoi ça sert, Oui. tu vois? Donc tu as l'impression de mouliner dans le vide et du coup, ça crée du manque de motivation. Donc ça, Mm, c'est la première cause qui peut créer de la procrastination. La deuxième cause, ça va être le manque de clarté. Donc c'est le fait, en fait, de savoir ce que tu as à faire, mais le processus, les étapes qui vont t'amener à ton résultat sont pas très claires. Genre, je sais pas, je te demande, par exemple, de produire, un document, un rapport, une présentation et cetera, mais tu sais pas vraiment ce que tu vas mettre dedans, tu sais pas vraiment où aller chercher l'information, tu sais pas exactement ce qui est attendu, et cetera. Les étapes du processus, elles sont pas claires et du coup, comme il y a du flou, et bah, ça va me demander un effort cognitif beaucoup plus important pour arriver au résultat. Et du coup, là, on multiplie les risques de procrastination. Donc mm. ça, c'est la deuxième cause de procrastination possible. La troisième cause de procrastination possible, ça va être le manque de temps ou le manque d'énergie. C'est-à-dire que bah, j'ai tellement de choses à faire de manière générale que mécaniquement, il y a des choses qui vont sauter de ma liste parce que j'ai pas le temps de m'y mettre ou parce que j'ai pas l'énergie à y consacrer. Et la quatrième cause de la procrastination, ça va être le manque de confiance ou le manque ouais, de confiance. Donc c'est le fait de me trouver justement dans une situation que je vais percevoir difficile parce que j'ai pas confiance dans ma capacité à relever le défi ou en tout cas à gérer cette situation-là. Et du coup, ça va gérer de la ça va générer de la procrastination. Mm. Et souvent, on a ce manque de confiance qui s'imbrique un peu avec le manque de clarté. Et là, tu as un petit cocktail explosif pour la procrastination, quoi. Waouh. Oh, c'est impressionnant que tu dises ça. Et tout à l'heure, tu as dit que tu as donné l'exemple d'extra et intro. Ouais. Est-ce que justement, c'est les seuls types de procrastinateurs qui existent? Ou bien, par rapport à ce que tu viens de me dire, est-ce que les types de procrastinateurs sont définis par rapport aux causes? Alors, il y a des... Comment dire? Il y a des ressources en termes de littérature où il y a des gens qui ont défini des types de procrastinateurs. Je pense que c'est des approches qui peuvent être intéressantes. Moi, après, ce que je considère, c'est que la procrastination, c'est plus une question de situation et de contexte Mm, que de personne. Alors évidemment, tu as des facteurs personnels comme ce que je te disais sur l'introversion, l'extraversion, qui mm, sont en fait des préférences personnelles qui vont être liées à ta personnalité, etc. Donc oui, il y a des situations un petit peu type où en fonction de ta personnalité, tu vas être plus ou moins à l'aise. ouais. Donc oui, mais pour moi, je sais pas si c'est hyper pertinent de se dire, de mettre les gens dans les cases, tu vois, et de Mm, dire je suis tel type de procrastinateur. Déjà parce que je trouve que ça fait une espèce de biais de confirmation et je veux pas le dire comme ça, mais tu vois, «d'excuses» entre guillemets, genre: «C'est pas de ma faute, c'est parce que je suis de tel type», tu vois? mm, Et du coup, il y a une espèce de déresponsabilisation qui se fait, et je suis pas forcément hyper à l'aise avec ce truc-là. mm. Hem et donc ça, c'est le premier truc et le deuxième truc aussi, c'est que quand on te met dans une case, ça «limite» entre guillemets, tu vois? Du coup, tu te dis: «Bah, parce que c'est comme ça, voilà».
Ouais. Et du coup, ça t'empêche potentiellement de dépasser certains trucs. Moi, ce que je considère, c'est au contraire que la procrastination, c'est vraiment une question, encore une fois, de contexte et de tâche. Je te donne un Ouais. exemple. Par exemple, j'avais une cliente qui procrastinait hyper souvent sur tous les aspects administratifs de son business, genre la facturation, les déclarations, les trucs comme ça. En revanche, côté perso, elle procrastinait jamais sur ces aspects-là. Mmh. Si c'était, faire sa déclaration d'impôt personnel, par exemple, bah, c'était fait dans les premiers jours, tu vois? Mmh. Donc en fait, c'était pas une question de type de tâche ou de type de personne, c'est une question de situation avec tous les enjeux qui sont liés à une situation spécifique. Mmh. Du coup, t'aimes pas mettre les gens dans des cases et ça m'étonne pas du tout, hein, et je pense qu'il faut travailler de cette façon-là parce que comme tu l'as dit, ça limite les façons de penser et je pense même que ça limite aussi, ta façon, d'accompagner tes clients. Après, on est tous différents, c'est sûr, qu'on soit un homme ou une femme, on est tous différents, on réagit de façon, différente. Mais j'aimerais bien savoir quand même, si on est un homme ou si on est une femme, est-ce que est-ce qu'on procrastine d'une façon, différente? Alors pour moi, c'est on me pose hyper souvent des questions, genre, est-ce que l'organisation est différente chez les hommes, chez les femmes et tout? Alors pour être hyper honnête et du coup ça touche mes convictions personnelles, mais moi je considère qu'il y a pas de différence. Mmh. Après, j'ai pas d'étude qui vient, Appuyer. corréler, mes propres hypothèses, mes propres pensées et je me garderais bien d'émettre un avis sur est-ce que les hommes ou les femmes procrastinent différents ou des types de tâches différentes. Parce qu'il y a pas de enfin parce que, en tout cas, j'ai pas cherché spécialement de littérature sur le sujet, mais quand je parle de littérature, je parle vraiment d'études, tu vois, de trucs, scientifiquement, comment dire? J'allais dire baqués en anglais, mais tu vois, de soutenus scientifiquement, on va dire. Hem, donc pour moi, la réponse est: «J'en sais rien» Mmh. et je questionne même l'intérêt, tu vois, de faire des séparations comme ça Ouais. de genre, parce qu'encore une fois, je pense qu'on revient hyper vite sur des stéréotypes qui sont aidants ni pour les uns ni pour les autres. Ouais, complètement et qui sont plus d'actualité en plus. Complètement. Voilà, on a parlé de tes différents périmètres d'intervention assez rapidement et je sais que la productivité, ça fait partie, ça fait partie de l'un de tes périmètres d'intervention. Enfin, tu es spécialisé aussi là-dedans. Comment la procrastination influe sur la productivité et sur le bien-être aussi des personnes? Bah, ça a évidemment une influence, importante quand on est dans un petit cercle vicieux de procrastination. Évidemment que ça va influer sur notre productivité parce que du coup, on va être, moins efficace, on va faire potentiellement moins de choses. Après, ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on procrastine et à Mmh. quel, degré de procrastination on est. Mais quand on est vraiment dans un schéma où on procrastine beaucoup, bah, évidemment, on va, mécaniquement réaliser moins de choses, que ce qu'on pourrait. Donc en termes de productivité pure, ça va venir, influer. Et ce qui va venir ça va aussi venir influer sur notre efficacité ou notre efficience. C'est-à-dire que on va avoir tendance souvent à procrastiner donc les choses qui sont difficiles ou qui vont nous demander le plus d'efforts. Mmh. Et ce qui est difficile et ce qui nous demande le plus d'efforts, c'est souvent les tâches de fond et donc les tâches qui sont en réalité les plus importantes. En Mmh. gros, typiquement, quand je prends l'exemple tu vois, de mes clients qui sont tous entrepreneurs et cetera, ce qui va se passer, c'est ils vont travailler quand même, hein, ils vont réussir à remplir leur journée, mais ils vont, faire des petites tâches. Donc en fait, en productivité, je sais pas si ça va te parler, mais on parle de la théorie du pot de cornichon, Alors donc ça ne me parle pas. pickle jar theory en anglais. OK. En gros, la théorie du pot de cornichon, c'est que ta journée, ta semaine, ton mois, whatever, ça c'est un pot de cornichon vide, OK? Mmh. Donc en fait, ça représente simplement que ton temps et ton énergie sont limités. Mmh. Et donc, dans ce pot de cornichon, tu vas pouvoir mettre différents types de tâches. Tu as ce qu'on appelle les big rocks, donc les gros cailloux. C'est les tâches qui sont les plus importantes et celles qui vont avoir le plus d'impact à court, moyen, long terme, tu vois, sur ton activité de manière générale. Ensuite, tu as le gravier, qui sont les tâches qui sont d'une importance un peu moindre. Et après, tu as le sable. Et le sable, c'est toutes les petites tâches qui vont venir en fait, remplir ta journée et qui font que tu as un peu l'impression de pédaler dans la semoule, tu vois? En fait, tu pédales dans le sable, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de tâches, à droite, à gauche, beaucoup de petits trucs, mais finalement à la fin de la journée, si tu fais un bilan et que tu te dis: «OK, dans quelle mesure est-ce que j'ai vraiment avancé sur ce qui était important?» Le résultat, il est pas à la hauteur de ce que tu pourrais attendre et en Mmh. fait, la procrastination, elle va venir impacter sur ça. Parce que tout simplement, quand on procrastine, ce qui se passe, c'est qu'on va aller avoir tendance à remplir notre pot de cornichon
de sable, c'est-à-dire de petites tâches qui sont faciles, Mmh. qui sont hyper familières et du coup qui vont générer le moins de procrastination. Et en fait, on parle même de procrastination active, c'est-à-dire je procrastine sur ce qui est important, mais ça veut pas dire que je travaille pas. C'est pas que je suis en train de me tourner les pouces sur mon canapé, tu vois. C'est que je suis en train de faire plein de petits trucs à droite à gauche, mais des petits trucs qui sont finalement sans grande importance et qui du coup, m'empêchent en réalité de m'atteler aux choses qui sont vraiment importantes, mais qui peuvent en effet paraître difficiles ou en tout cas me demander des efforts, plus importants que, bah, juste, répondre à mes emails de manière un petit peu automatique, faire des trucs, tu vois, faire des tâches un petit peu automatiques dans mon emploi du temps. Mmh. Donc en fait, c'est en ça pour moi que ça va venir impacter la productivité au global, mais je dirais au-delà de la productivité, c'est vraiment à quel point est-ce que tu avances ou pas sur ce qui est important Mmh. dans ton business et dans ta vie, si on parle de manière un petit peu plus large. Donc ça, c'est le premier point. Puis ta deuxième question, c'était comment est-ce que ça va venir impacter le bien-être des gens? Mmh. Et là, c'est pareil, la productivité, c'est un peu une lame de fond qui va la procrastination, pardon, c'est un peu une lame de fond, qui va venir, éroder, en fait, ta confiance en toi, ton estime de toi. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on procrastine, plus je vais procrastiner, plus je vais généralement, le sentiment qui va dominer, c'est la culpabilité. Mmh. Donc, je vais me sentir coupable. Et je me sens coupable, il se transforme en je suis nulle, je suis incapable, je ne sers à rien, etc. Et donc, en fait, c'est aussi en ça que ça va venir impacter, mais de manière, au fur et à mesure, tu vois, qu'on fait ce petit cercle vicieux de la procrastination, ça va venir vraiment grignoter notre confiance en soi et notre estime de soi. Mmh. Et tu vois, on parlait des causes de la procrastination tout à l'heure. Et le manque de confiance et d'estime, c'est une cause de procrastination. Donc, tu vois qu'on rentre dans un petit schéma qui est hyper, comment dire, délétère pour la personne, qui est hyper inconfortable, qui est clairement source de souffrance quand on est vraiment loin dans ce schéma-là, et qui finalement va s'auto-nourrir, quoi. Donc ça, c'est important d'avoir en tête ce truc de la procrastination nourrit entre guillemets la procrastination. Ouais. Procrastiner un peu, c'est humain, c'est normal, tout le monde procrastine, je pense qu'il faut être hyper clair là-dessus. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de combattre la procrastination. C'est bien de combattre la procrastination. Je pense que c'est ok de s'autoriser à procrastiner de temps en temps parce que Mmh. on est des machines et on n'est pas des machines, pardon, et qu'on est des humains et que du coup, les humains, ça a besoin de petites soupapes de décompression. Mmh. Heu, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans la procrastination systématique au risque du coup de venir éroder cette confiance en soi. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient dans cette situation vraiment de procrastination systématique, je vous encourage à vous faire aider Mmh. euh, avec des profils de thérapeutes, etc. Parce que la procrastination peut être en fait un symptôme d'un mal-être plus profond. Ça peut Mmh. être un symptôme de syndrome dépressif, de burn-out, de plein de choses. Mmh. Et il faut, quand ça commence à devenir vraiment un comportement par défaut, entre guillemets, et que on se sent en souffrance par rapport à cette situation-là, faut vraiment pas hésiter à se faire aider parce que c'est pas à prendre à la légère non plus, quoi. Mmh. Les personnes qui sont dans ces situations-là, qui procrastinent, qui sont au courant du fait qu'ils procrastinent, hem, passent par différentes émotions dans Ouais, une journée. ouais. Est-ce que ces personnes-là font attention au type d'émotions par lesquelles elles passent, justement pour, en général, hein, pour combattre la procrastination? Je sais pas parce que c'est hyper dépendant des gens, mais en tout cas, je pense que pour sortir d'une procrastination systématique, il faut en effet commencer à prendre conscience et à se reconnecter un petit peu à ses émotions. Ce Mmh. qui se passe souvent dans la journée de quelqu'un qui procrastine, c'est tu te lèves, alors tu peux avoir un niveau d'énergie plus ou moins important, mais tu te lèves, tu te dis ah aujourd'hui je vais faire ci, ça, tu le fais pas, tu tombes dans la culpabilité, tu fais encore moins, il est 17 heures, tu te dis bah en fait foutu pour foutu, ma journée elle est finie, tu vois. Mmh. Et tu te dis mais demain tout change, tu vois. Demain je deviens une nouvelle personne J'ai souvent entendu ça. et tu te relèves le lendemain et tu retombes dans le même dans ce même schéma-là. Heu, donc il y a un enjeu à s'observer en fait, à aller identifier les émotions. Qu'est-ce que je ressens là? Quelles sont les pensées qui sont associées à ces émotions-là? Parce que Mmh. c'est hyper important d'observer un peu son petit dialogue intérieur, tu vois? De réussir à savoir, ce qui se passe et puis derrière, bah, OK, qu'est-ce que je fais maintenant que je sais ça? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour, sortir de ce cercle-là? Et c'est OK encore une fois, de demander de l'aide pour, sortir du cercle. C'est un peu comme,
Tu vois, les gens qui sont dans la procrastination quand même assez fort, on pourrait un peu comparer ça à des satellites, tu vois. Hmm. Ils ont été envoyés dans l'orbite de la procrastination et le problème, c'est qu'une fois que tu es en orbite, tu as toujours la même trajectoire et tu tournes toujours de la même manière. Ouais. Et pour faire sortir un satellite de son orbite, typiquement, alors je suis pas du tout spécialiste d'aérospatiale, mais pour faire sortir un satellite de son orbite et du coup le faire changer d'orbite, Hmm. bah, il faut une impulsion, il faut un moteur, tu vois. Hmm. Et c'est ok de pas avoir ce moteur tout seul. On a le droit de demander de l'aide ou de faire en sorte que d'avoir une espèce de référentiel extérieur qui nous permet de sortir de notre orbite. Ouais, ouais. Comme tu l'as dit, c'est OK d'avoir besoin d'aide. Il n'y a pas à se cacher ou il n'y a pas à avoir honte de faire appel à des spécialistes ou à être bien entouré. Moi, je me souviens que j'étais dans une situation, voilà, par rapport à ma carrière, je travaillais avec des personnes, j'avais des objectifs et j'avais des tâches à réaliser. J'avais de l'admin aussi à réaliser, Ouais, chose que j'ai aimé faire, hein, pas du tout. Et, euh, Et je sais que lorsque je devais réaliser des tâches pour des personnes, par exemple, eh bien, je me mettais à 100% pour réaliser ces tâches-là. Parfois même à 110%. ouais, Et lorsque je devais réaliser des tâches un peu secondaires, mais pour moi, pour mon bien-être, je me mettais à aller à 80%, parfois 70%. Bon, Dieu merci, ça n'avait pas forcément d'impact sur mes objectifs. Mais mon manager, en fait, il avait remarqué ça. Il me disait, mais Nipson, comment ça se fait que, voilà, pour tes collègues, tu te donnes à 110%, mais pour toi, pour faire certaines tâches qui sont peut-être pas importantes aujourd'hui, mais qui le seront plus tard, ouais. bah, tu te donnes pas à 100%, tu vois. Tu devrais te mettre à ce même niveau-là, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais pas un bel estime de moi. C'est-à-dire que je me plaçais pas, c'est-à-dire que je considérais peut-être que je ne méritais pas que je m'intéresse à mon propre bien-être. Ouais. Et enfin, ça fait référence à ce que tu disais, que des gens avaient parfois des problèmes plus profonds. Et je remercie vraiment ce manager-là qui avait mis le doigt sur ça à cette époque-là. Et dans un sens, ça a commencé à me faire réfléchir dans le bon sens. Et j'ai commencé petit à petit à me placer en fait, à un niveau de respect, finalement, de respect de mon estime de moi et de ma propre personne. Donc, je pense que comme tu l'as dit, il faut faire attention à ça. Soit il faut être bien entouré, et si tu n'as pas des personnes qui s'intéressent à toi, vaut mieux aller se faire accompagner au final. Je trouve hyper intéressant l'exemple que tu donnes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi y compris, hein, qui fonctionnent, enfin pour qui un cadre extérieur, ou en tout cas une référence à l'extérieur, c'est hyper aidant pour avancer. Je sais que personnellement, dans mes projets, notamment mes projets business, ça m'arrive très souvent d'annoncer quelque chose publiquement, tu vois, que ce soit sur le podcast ou dans ma newsletter, etc. Parce que ça me donne une deadline dure. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Et quand tu es entrepreneur et que du coup tu es seul maître de ton bateau Hmm. et que du coup tu travailles seul, on va dire 80% du temps, les deadlines dures, t'en as très peu en réalité. Parce que une deadline dure, c'est une deadline sur laquelle tu as une obligation qui a été prise à l'extérieur de toi. Hmm. Et du coup, pour moi, il y a un peu deux manières de... Tu vois, dans l'exemple que tu donnais, pour moi, il y a une double approche qui peut être hyper intéressante pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est de se dire, mais en fait, j'ai remarqué que quand je prends un engagement à l'extérieur de moi-même, je suis plus susceptible de réaliser les choses ou en tout cas d'avancer que si Complètement. je reste tout seul. Et du coup, tu peux en effet explorer le pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça et travailler sur ce pourquoi si tu as envie comment dire, de changer un petit peu de logiciel ou en tout cas de faire un pas de côté par rapport à ton mode de fonctionnement habituel. Hmm. Mais de l'autre côté, tu peux aussi, et dans le même temps, c'est pas incompatible, utiliser cette constatation de dire quand je prends un engagement à l'extérieur, j'avance plus facilement et utiliser ce levier-là pour éviter de procrastiner. Tu vois, les deux approches pour moi sont Hmm. pas incompatibles, voire hyper intéressantes si on arrive à les complémenter pour avancer. Enfin, je pense que c'est une bonne réponse et j'aurais aimé avoir cette discussion-là un peu plus tôt, hein, d'ailleurs, hein, dans ma carrière. Ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps. Mais
Ce que je sais aussi, c'est que dans ce processus-là, on a besoin d'être quand même discipliné, de s'auto-discipliner. Pour toi, quel est le lien justement qu'il y a entre la procrastination et la discipline quand on est dans une démarche où on veut s'en sortir? Bah, la discipline, c'est forcément un outil de plus pour éviter la procrastination. C'est le truc de, ok, je m'en fous de comment je me sens, je m'en fous de, voilà, et j'y vais et voilà. Donc c'est un levier de plus. Après, pour moi, ne s'appuyer que sur sa discipline pour éviter de procrastiner, c'est pas tenable sur le long terme. Parce que s'appuyer que sur sa discipline, c'est un peu comme, tu sais, genre, tu mets une clé dans la porte, tu sens que ça coince, et tu forces tous les jours pour que ça ouvre quand même ou que ça ferme quand même. En Hmm. fait, utiliser cette discipline, c'est un peu ça. C'est tu forces, donc tu enlèves pas la friction avec la tâche, mais tu continues de forcer jusqu'au moment où en fait ta discipline, t'as plus de réserve de discipline suffisante et tu craques entre guillemets. De la même manière que, pareil, je suis pas nutritionniste, mais tu vois, tu fais un régime. Si tu comptes que sur ta discipline et que t'as aucun espace de tu vois, de souplesse et de flexibilité avec toi-même et que tu bouffes juste de la salade pendant 3 mois, au bout d'un moment, tu pètes un plomb, en fait, ça ne marche pas. Donc, tu peux pas juste être dans la discipline pure pour sortir de la procrastination. Je pense que par contre, c'est important, encore une fois, tu vois, je te parlais un peu d'une espèce de double approche de, à la fois, j'essaye d'utiliser mon mode de fonctionnement pour, comme un avantage et en même temps, j'essaye de travailler dessus si je veux changer de mode de fonctionnement. Bah, pour la procrastination, de manière générale, on peut faire pareil. On peut dire, bah, dans une première couche, j'utilise ma discipline pour me remettre en action et retrouver mon pouvoir d'action, tu vois, parce que ça, c'est un truc hyper important. Hmm. Quand on a perdu son pouvoir d'action et qu'on a l'impression d'être juste un petit tas de déchets là dans un coin enfin voilà, et que on a l'impression d'être inutile, incompétent, insuffisant en fait, c'est un peu ça, tu vois. Genre, généralement, quand on procrastine, on se sent insuffisant. Bah, le fait de retrouver son pouvoir d'action et la discipline peut nous aider un petit peu à ça, c'est hyper aidant parce que ça nous remet dans une dynamique. Ça nous fait sortir de notre orbite un petit peu, ou en tout cas dévier, et ça nous remet dans une dynamique différente. En revanche, je pense que c'est important derrière de se demander, ok, mais en fait, fondamentalement, pourquoi est-ce que je procrastine ce type de tâche? Qu'est-ce qui se joue derrière? Et quand on va creuser derrière, bah, ce qui va se jouer, ça va être d'autres enjeux, d'autres peurs, etc. Par exemple, personnellement, je sais que j'ai tendance à procrastiner, typiquement, bah, un peu comme ce que ma cliente faisait, tu vois? Les trucs pas administratifs, mais plus, genre la facturation dans mon business. Et pourquoi est-ce que je procrastine sur la facturation dans mon business? Parce que je sais pas, il y a un truc qui me met un peu mal à l'aise avec le fait de demander de l'argent aux gens. Alors que on est d'accord Ouais. que, c'était déjà le deal de départ, on s'est serré la main, tout le monde était d'accord dans le deal et que en plus, s'ils viennent chez moi, c'est qu'ils y trouvent un intérêt et qu'ils y trouvent un bénéfice. On est bien d'accord sur, Oui. cette constatation Ah rationnelle. oui, complètement. Mais c'est pas rationnel justement la procrastination, c'est émotionnel et donc du coup, tu vois, il y a ce truc-là. Donc c'est important de se demander: «Mais en fait, qu'est-ce qui se joue derrière?» Et du coup, personnellement, ça fait partie des trucs que j'ai appris. En fait, OK, dans ce nœud de procrastination-là, c'est pas juste, que j'ai la flemme, c'est pas juste que je sais pas comment faire la facturation parce que au bout de 6 ans, encore heureux, je sais faire ma facturation, mais c'est plutôt le nœud émotionnel de la relation à l'argent qui vient se jouer et en fait, c'est important d'aller regarder justement ces nœuds-là et d'aller les travailler un petit peu. Souvent, on les détend pendant un certain temps et puis à un moment, ils se resserrent parce que tu passes un palier, tu vois, il y a des circonstances qui changent un petit peu. Du coup, tu as une espèce de retour d'élastique sur tes croyances limitantes qui te reviennent en pleine face comme ça pour te donner des claques. Et c'est OK. Donc en fait, il y a besoin régulièrement d'aller regarder ces petits nœuds, de se dire: «OK, qu'est-ce qui se joue là derrière ma procrastination?» Et c'est hyper souvent que en fait, c'est là que c'est intéressant de travailler. C'est-à-dire que si, je suis en train de systématiquement, procrastiner sur, de la prospection, mais qu'est-ce qui se joue derrière? Mais en fait, j'ai peur de déranger les gens, j'ai peur, de justement de faire payer pour mes services, je me sens pas légitime dans ce que je propose, il y a plein de trucs en fait qui vont se jouer autour de ça et qu'il faut aller regarder pour pouvoir, déjouer la procrastination. Donc la discipline, oui, mais j'ai envie de dire à petite dose et pour moi ça doit pas, nous faire, économiser le travail de fond, quoi. Hmm. Donc même si tu es une professionnelle, tu n'as pas un pare-feu contre la procrastination. Ah mais personne n'a un pare-feu contre la procrastination et j'ai envie de dire, ce serait mentir et je pense que c'est même important de dire, «Bah oui, moi aussi je procrastine». Hmm. Parce que alors, je vais faire pareil, une généralité, mais
on vit quand même dans un monde où on affiche que ce qu'il y a de beau et de brillant et de parfait pour nous, tu vois. Ouais. Genre, les miroirs qu'on nous donne à voir, les réseaux sociaux, les modes de communication, etc., sont faits pour qu'on ne voit que la vitrine brillante et pas l'arrière-salle, des fois un peu crasseuse. Mm. Et donc, du coup, ce qu'on voit des gens autour de nous, des gens qui vont nous inspirer, etc., ça va être de l'efficacité, de la productivité, des projets qui roulent, enfin, tout ça, quoi. Mais même les gens qui nous inspirent, les gens qu'on met sur un piédestal, etc., ne sont pas blindés contre la procrastination. Ouais. Je pense qu'il y a simplement des personnes qui vont juste faire ce processus, tu vois, de décryptage de attends, pourquoi est-ce que je procrastine, etc., très rapidement, et d'autres où ça va être un processus un peu plus long. Et je pense que les personnes qu'on voit très productives, etc., elles ont juste une agilité de mindset très très forte Mhm. pour réussir à retourner le problème et à trouver des solutions qui vont faire passer la situation de ok, je le vis comme une difficulté à bah ok, c'est une difficulté, mais comment est-ce que je peux faire pour réduire la friction? Comment est-ce que je peux faire pour que ce soit plus facile, etc. C'est très fort hein, de réussir à faire ça, hein. Ah, moi, j'admire les gens qui sont comme ça parce que je ne suis pas encore à ce stade d'agilité, entre guillemets, et c'est un super pouvoir incroyable. Ah oui, c'est ça, un super pouvoir, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'il y a aussi des éléments extérieurs. Tout à l'heure, tu as parlé des réseaux sociaux. Ouais. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup, Fari, dans l'un de ses sketchs, il disait que les smartphones, aujourd'hui, c'est le prolongement de notre main. Ouais. Selon toi, comment justement les smartphones et les réseaux sociaux affectent-ils notre tendance à procrastiner? Ben, ça, c'est pareil, j'ai pas forcément cherché, tu vois, de chiffres, Mm. etc. Moi, de mon expérience personnelle, je sais pas si ça augmente la tendance à procrastiner. En revanche, tu vois, ce que je te disais au départ, c'est la procrastination, c'est un mécanisme d'évitement. Hmm. Et d'évitement, c'est-à-dire on va essayer de quitter une situation qui nous demande de l'effort pour aller vers une situation facile qui nous donne du plaisir. Hmm. Bon, bah, je pense que tu as capté que les réseaux sociaux étant programmés pour de la récompense immédiate, des shots de dopamine et du plaisir instantané, évidemment que si j'ai mon téléphone à côté de moi et que je dois choisir entre est-ce qu'il faut que je fasse ma compta, est-ce qu'il faut que je fasse ce plan de formation qui me paraît, enfin tu vois, il faut que je dénoue plein de trucs, etc. Et ça me demandait de l'effort cognitif, ou est-ce que je préfère aller scroller sur Instagram ou sur TikTok? Mais en fait, mon cerveau, il est là en mode bah go, c'est la récréation, on va sur Instagram ou sur TikTok. Par contre, je pense donc en fait, c'est juste pour moi que ça me donne une échappatoire qui est encore plus immédiate, Hmm. encore plus facile. Et je pense que le deuxième truc sur lequel ça influe aussi, c'est que bah, comme typiquement les réseaux sociaux, avec cette magnifique invention qui est le scroll infini, nous nourrit d'informations, mais vides, enfin, ne nous mentons pas, en vrai, quand tu passes 3 heures en train de scroller, Tu ressors et tu t'es juste en train de mettre ton cerveau sur off et de, ouais. voilà. Bah, en fait, c'est ça en quoi ça influe encore la procrastination, c'est plutôt le temps que ça va nous faire perdre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire: «Bah, je perdais, je sais pas, 1/2 heure, à faire autre chose en procrastinant», bah, là, potentiellement, je vais perdre genre 1 heure, 2 heures, 3 heures parce qu'on va m'abreuver de contenu au bout de mon doigt là et Ouais. que du coup, c'est hyper difficile de décrocher et pareil, ça demande un effort pour sortir de ce truc et se remettre sur une tâche, bah, qui va nous demander de l'effort, quoi. Ah non, mais c'est vrai, et c'est vrai que c'est un fléau. Les réseaux sociaux, le scroll infini, ça nous empêche de faire plein de choses parfois lorsqu'on s'en rend pas compte. Et moi, je me souviens que l'année dernière, je m'étais amusé à compter le nombre d'heures que j'avais passées sur Instagram. Ouais. C'était, ça faisait peur. Vraiment, ça faisait Oui, oui, peur. mais je comprends. Et à partir de ce moment-là où j'avais cette data, je l'ai plus en tête, mais ça équivalait à quelque chose de, voilà, de l'ordre de 2 mois non-stop, hein. Ouais, ouais. Ça m'avait fait un choc, vraiment. Je me suis dit, mais attends, tu restes comme ça pendant 2 mois sans dormir, sans manger, hein, à fond comme ça sur tes réseaux, alors que ces 2 mois-là, tu aurais pu les consacrer à avancer beaucoup plus vite, au final. Après, dit comme ça a l'air simple, Bien sûr. mais dans les faits, c'est une dopamine immédiate. On a envie de s'échapper et c'est accessible. Ça ne coûte pas trop d'argent. Ça ne coûte rien, mis à part le temps.
Donc on y va. Ouais. Donc non, faut être très fort mentalement. Mais là encore, c'est une question d'équipe, tu vois. Pour moi, c'est pas genre tout ou rien. C'est pas je suis sur les réseaux sociaux ou je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux et je vais vivre au fond des bois et Mm. voilà. C'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre. Et tu vois, j'en parlais justement dans un podcast assez récemment. Assez récemment. Personnellement, j'ai arrêté de communiquer sur Instagram et j'ai suspendu l'application sur mon téléphone. Parce que au-delà du temps pur que je passais sur l'application, je me rendais compte que j'avais une espèce de relation toxique avec Instagram, tu vois. Mm. Comme enfin vraiment en mode comme le couple toxique qui Ouais. te fait plus de mal que de bien. Et que du coup, quand je ressortais de mes sessions de scroll, je me sentais vraiment pas bien. Mm. Et le fait de réaliser ça, j'ai fait non mais en fait, à un moment, les relations toxiques, c'est bonjour, merci pour votre service, ciao, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai décidé, et je l'ai annoncé du coup publiquement, que je suspendais ma présence des réseaux sociaux. Mm. Et franchement, ça m'a fait un bien de fou de prendre la décision. Mm. Pas juste de dire, ah, je vais arrêter, oh, il faudrait que j'arrête. Tu vois, le il faudrait, Ouais. tu Ça sais que tu marche es en pas. train de te mentir à toi-même, tu vois. En revanche, prendre une décision et dire, ok, pendant 3 semaines, je suspends l'application. Et des fois, tu vois, ça m'arrive de l'ouvrir comme ça, voilà. Mais c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pris la décision que c'était plus une obligation pour mon business, parce que du coup, bah, quand tu es entrepreneur, souvent, tu vois, la frontière, elle est floue entre est-ce que c'est un outil de travail, est-ce que c'est un loisir, tu vois, Ouais, la c'est vrai. frontière, elle est floue. Bah, le fait de décider, ok, en fait, je vais pas sur Instagram, j'en ai pas besoin, et voilà. Et en plus, c'est pas quelque chose qui me fait du bien fondamentalement. Ça aide en fait à se détacher, de ce truc-là et puis après comme tu dis, le wake up call de, «Attends, non mais j'ai passé 2 mois sur cette Ouais. application et c'est 2 mois que j'aurais pu faire autre chose» et même si déjà tu réduis de 2 mois à 1 mois et que Ouais. tu passes le mois que tu as récupéré à faire des trucs qui te donnent du plaisir différemment, même si c'est du loisir, tu vois? Et que c'est pas forcément un truc productif Mm. au sens, pur et dur du terme, heu, bah, ça reste, je pense positif comme amélioration, quoi. Ben, sage décision en tout cas, le fait d'avoir réussi à couper et il faut réussir à avancer de cette façon-là et à prendre des décisions qui sont strictes pour soi-même, mais qui sont dans un sens, des décisions positives pour notre bien-être, quoi. Mais tu vois, et je le dis, c'est le genre de sujet sur lequel je me fais accompagner. Je suis coach, mais je me fais aussi coacher à l'extérieur Ouais. parce que à un moment, c'est pas parce que, enfin, t'es pas obligé d'être tout seul pour prendre des décisions et pour avancer. Si tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, pour t'accompagner, pour te faire réaliser des trucs, bah c'est cool d'être accompagné. Ouais. Tout à l'heure, tu disais justement que, ça ne te servait pas, en tout cas les réseaux sociaux pour ton activité. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur The Minimal Plan Ouais. et m'en dire plus aussi sur, ta clientèle et les personnes que tu as l'habitude d'accompagner? Yes. Donc moi, mon job, j'allais dire principal, est-ce que j'en ai un autre? Pas encore, mais qui sait? En gros, mon job, c'est d'être coach en organisation. Enfin, si, c'est mon job principal puisque je suis aussi chef d'entreprise, mais en gros, mon job, c'est d'être coach en organisation, gestion du temps et donc structuration pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, que j'accompagne des entrepreneurs qui vivent déjà de leur business, donc qui ont déjà des bases solides en termes d'entrepreneuriat, tu vois? Ils savent à qui est-ce qu'ils s'adressent, ils génèrent déjà du chiffre d'affaires et moi, je vais les accompagner, sur 2 grandes problématiques. Soit, ils ont l'impression de courir partout, de jamais avoir le temps de rien et leur, business vient manger sur leur vie personnelle et du coup, moi, mon job, ça va être de les aider à trouver des leviers pour retrouver du temps, mieux prioriser les choses, avancer, mettre leur énergie et leur temps au bon endroit pour avancer plus efficacement. Soit leur problématique, c'est, le fait, tout simplement d'avoir l'impression de pédaler dans la semoule, de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans leur business, mais de pas forcément réussir à aller où ils veulent en termes d'objectifs et du coup, mon job, ça va être de les aider à, pareil, s'organiser, structurer pour aller chercher ces objectifs-là et souvent, c'est un peu un mix des 2, c'est-à-dire que les gens viennent me voir, ils sont en train de courir partout comme des poulets sans tête, ils sont, tout le temps, sur leur ordinateur, ils ont beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à gérer. Souvent, c'est des entrepreneurs qui sont encore seuls dans leur business ou qui travaillent avec quelques prestats, tu vois? Et moi, mon job, ça va être de les aider à organiser leur business de manière générale,
Donc, ça peut vouloir dire bah, restructurer leur emploi du temps, redéfinir leurs objectifs, redéfinir leurs priorités. Et sur toute la partie structuration, donc structurer un business, ça va vouloir dire standardiser un certain nombre de process, mettre en place justement de la documenter en fait le business pour pouvoir préparer la délégation, optimiser la délégation si c'est déjà des choses qui sont en cours, etc. Donc en fait, je prends les entrepreneurs quand ils sont seuls, en train de courir partout, Mmh. et mon objectif, c'est de les outiller et de les accompagner à mettre en place un certain nombre d'habitudes, d'outils et puis, un certain nombre de process en place pour leur permettre de sortir la tête de l'eau et d'aller chercher leur prochain stade de développement, mais plus sereinement. OK, très clair. Et en général, lorsqu'ils viennent te consulter, est-ce qu'il y a une problématique qui revient plus que les autres ou c'est du tout au tout? Il y a pas une problématique qui revient plus que les autres. C'est la problématique, c'est celle que je te disais, c'est en gros, je manque de temps pour tout, Mmh. je cours partout. Après, les leviers qu'on va utiliser pour résoudre cette problématique-là, ils vont être différents en fonction des objectifs des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on va pas utiliser les mêmes leviers si la personne, elle me dit, bah, moi, aujourd'hui, je cours partout, je suis toute seule dans mon business, mais j'ai envie de pouvoir continuer à développer mon chiffre d'affaires, créer une équipe, etc. Et j'ai envie de créer une petite boîte à taille humaine, tu vois. C'est pas la même chose que quelqu'un qui me dit: «Bah, je cours partout, je manque de temps, je suis freelance et j'ai besoin de retrouver un équilibre». Parce que la vision, elle est pas la même et que du coup, la structure business que tu vas mettre en place derrière, elle est pas la même. Dans un cas, on va peut-être travailler sur justement la délégation, la mise en place de process, la structuration pour faire en sorte de pouvoir accueillir des ressources supplémentaires dans l'entreprise. Dans l'autre cas, tu vois, quand tu es freelance et que tu as envie de rester sur ce mode de fonctionnement-là, on va travailler aussi sur les process, mais plus dans un objectif d'optimisation du temps. On va aussi travailler sur, des questions de business model et de rentabilité pour faire en sorte que la personne, bah, quand elle travaille de manière, enfin, tu vois, quand elle travaille pour ses clients, elle le facture de manière rentable Mmh. parce qu'en vrai, quand tu es freelance, bah, le prix que tu factures à l'heure ou à la journée, il influe directement sur le temps que tu as besoin de mettre dans ton business, quoi. Ouais, complètement. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que tu fais ça, il me semble. Ça fait 6 ans que je suis à mon compte, ça fait 3 ans que je suis coach. D'accord. Comment tes expériences personnelles, en fait, t'ont amené à te spécialiser dans ce que tu fais aujourd'hui? Et comment tu as développé ton expertise? En fait, pour la faire courte, donc à la base, j'ai pas du tout donc il y a pas de formation évidemment en coach, organisation, efficacité et cetera. À la base, j'avais une formation de design et j'ai assez vite, quand je suis arrivée dans le monde du salariat, été chef de projet. Donc avec du coup des missions de coordination, de planning à tenir et cetera. Sauf que moi, en fait, on m'avait jamais appris à m'organiser. C'est-à-dire que vraiment, littéralement et je caricature pas, quand je suis rentrée sur le monde du travail, une to-do list, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mmh. Et donc en fait, il y a eu un peu ce truc de mes premiers pas dans le monde du travail où c'était une question de survie, tu vois, de commencer à m'organiser. Parce que tu peux pas être chef de projet d'un côté et genre complètement freestyle de l'autre. Ça ne marche pas parce que tu as tout un ensemble d'acteurs qui comptent sur toi pour faire le lien et pour planifier et pour coordonner. Et si tu remplis pas ce rôle, bah, tu passes à côté de l'objectif de ton job. Donc du coup, j'ai appris un peu comme ça grâce à mes collègues autour de moi qui m'ont donné des outils. Et puis, en fait, j'ai transposé cette expérience professionnelle sur ma vie personnelle en me disant, attends, mais en fait, le fait d'être organisé, de savoir ce que je veux, de savoir où je vais, quelles sont les étapes que je vais passer pour y aller, et cetera. C'est genre trop bien parce que ça veut dire que ça me permet de faire avancer aussi des projets côté perso. Et donc j'ai fait avancer des projets côté perso et c'est ce que j'ai appelé le pouvoir de l'organisation, tu vois, le côté, en fait, l'organisation, ça me permet de gagner en clarté et derrière de gagner en pouvoir d'action pour faire arriver des choses que j'avais jusque-là dans ma tête, c'est-à-dire transformer mes idées en trucs concrets. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper puissant. Donc j'ai commencé à écrire sur le sujet, à partager sur Instagram, j'ai ouvert un blog, tu vois, pour partager mon expérience. Donc ça a été les premières étapes. Puis après, évidemment, du coup, je pense que tu as capté, c'est un sujet qui m'a passionné d'essayer de comprendre les arcanes de l'organisation, etc. Et donc, bah, j'ai lu beaucoup, j'ai produit beaucoup de contenu sur le sujet. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai développé mon expertise et puis après, c'est aussi une question d'expérience, tu vois? Plus tu accompagnes des gens avec des profils différents, des modes de fonctionnement différents, des entreprises différentes et plus tu vas, bah, développer ton agilité intellectuelle à comprendre la problématique de l'autre, Mmh. à faire en sorte de trouver des leviers qui vont correspondre à sa situation et cetera. Donc voilà, donc après le reste, c'est plus de l'expérience et du test and learn, quoi. Ouais. Tu t'es mis en mouvement, tu as
tu as identifié des choses, des problématiques qui t'étaient propres et au fur et à mesure, ça s'est transformé en ton Ouais, activité. exactement. Mais j'imagine que dans ton expérience aussi, tu as connu des situations où tu as procrastiné. Est-ce que justement tu as une anecdote à nous partager où tu as eu une situation où tu procrastinais et tu as réussi à t'en sortir? Bah, il y en a évidemment des milliers, puisque tu as différents degrés de procrastination et en fonction de l'échelle de ce dont on parle, tu as la toute petite procrastination de genre: «Ah, il faudrait que je réponde à ce mail ou à ce message et je le fais pas». Et puis tu as de la procrastination sur des gros trucs. Heu, le l'exemple, je dirais, d'un truc que j'ai vraiment procrastiné pendant un petit moment et sur lequel il a fallu que je trouve, une solution pour m'en sortir, c'est le lancement de mon podcast. En gros, donc le podcast existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant Mmh. et avant ça, j'avais un blog, donc sur lequel j'écrivais aussi. Donc j'avais déjà, tu vois, cette habitude de création de contenu et cetera. Mais j'avais envie de changer de format et puis j'avais entendu parler de ce truc qu'on appelle les podcasts et tout. Alors moi, j'ai le corps d'une personne de 30 ans, mais je suis une boomeuse dans ma tête. Donc vraiment, tous les trucs nouveaux, faut un peu de temps avant que ça fasse son chemin pour moi. Et du coup, donc il y a 3 ans, je me dis: «Ah, ça pourrait être stylé de transformer ce que je fais sur le blog en podcast», parce que du coup, le fait de transmettre les choses par la voix, c'est pas la même chose que, de simplement, lire un article de blog. Donc il y avait ce truc-là dans ma tête et puis, bah, il y avait pour le coup, tu vois, on parlait des causes de la procrastination, tout à l'heure, il y avait 2 trucs. Il y avait le manque de confiance, genre: «Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça?» Est-ce que je suis capable de, ça va être horrible de m'écouter au montage, machin, Ouais. enfin ce genre de truc. Et puis il y avait aussi le manque de clarté, genre, ouais, je veux monter un podcast, mais ça me semblait être un peu une montagne à gravir, quoi. Par où est-ce que je commence? Quel matériel? Le plan de lancement? Qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Machin et tout. Bref. Et puis, je suis un peu quand même du genre à transformer, une souris en éléphant. Donc en fait, les petits projets chez moi deviennent toujours des gros trucs parce que je me dis: «Ah et puis je pourrais faire ci et puis je pourrais faire ça» et puis voilà, tu vois? Donc il y a le truc de la graine de départ devient tout d'un coup une espèce de montagne à gravir. Mmh. Donc j'étais dans un truc où en fait, ça faisait plusieurs mois que j'y pensais, je sentais que ça me démangeait un peu, mais j'arrivais pas à passer à l'action et à être vraiment dans le concret. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais rencontré, dans une ren enfin, tu vois, dans un café entrepreneur et tout, j'avais rencontré, une fille qui s'appelle Anastasia DeSantis, qui est spécialiste podcast et on avait échangé, on avait bien connecté, tu vois? Et du coup, je lui envoie un message en mode: «Écoute, je veux lancer mon podcast, mais genre là, je sens que j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses pour le faire puisque sinon ça ne va jamais arriver». Et du coup, elle me dit: «Ce serait quoi?» Je lui ai demandé: «Ce serait quoi tes conseils, tu vois, pour moi, là, pour, si je dois lancer mon podcast dans 3 mois, comment je fais, quoi?» Et donc elle m'a donné ses conseils, elle m'a donné deux trois tips et moi j'ai transformé ça en plan, tu vois? Vraiment en parce que bon, pour le coup, une fois que je sais où je vais Mmh. et que je sais un peu c'est quoi les grands paramètres à prendre en compte, faire des plans, ça je kiffe ça. D'où le nom de ton entreprise, The Minimal Plan. Exactement. Donc du coup, j'ai pris mes trucs, j'ai fait: «OK, let's go, plan d'action». 1 truc, je fais, je décris un peu la ligne éditoriale, ensuite j'écris les contenus et tout. Et donc en fait, c'est le fait d'avoir pris un engagement Mmh. envers quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence Anastasia, que je ne remercierai jamais assez, de m'avoir encouragée sur ce sujet-là. Mmh. Hem, c'est comme ça que je me suis dit: «OK, bah d'ici février, je sais plus c'était quelle année, 2021, 2020, je sais plus, 2021 et bah, il faut que mon podcast il soit sorti. Et du coup, bah, une fois que j'avais la deadline et cetera, voilà, il fallait que j'y aille et puis je me suis plongée dans l'action, quoi. Ah non, mais c'est un très, très, très bel exemple, hein. On a une idée en tête et ça arrive à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, qui m'entourent également sont dans des situations de ce genre où ils ont des idées, mais n'arrivent pas à se lancer parce que, la montagne, elle est, ils se disent que ça va être un gros projet. Ils se disent qu'ils vont mettre beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts Ouais, et donc au final, ils stagnent et ils n'avancent pas. Donc c'est une bonne chose, je trouve, comme tu l'as dit, de non enfin de mettre aussi cette pression-là, de façon à ce que tu ressentes à l'extérieur qu'il y a des attentes. ouais, Comme ça, ben, toi, tu te dis: «Bah, attends, là, j'ai dit que j'allais faire quelque chose, j'ai dit que j'allais lancer quelque chose, je peux pas me défiler» c'est ça. et ça marche bien, j'ai l'impression. Ça marche trop bien. Après, là où je nuancerais un peu le truc, c'est que on a tous et toutes, je pense, et c'est un peu naturel, moi j'appelle ça un tiroir à graines, tu vois? Donc en fait, j'ai un tiroir qui est plein de graines que je pourrais faire pousser, mais il y a plein de graines que en vrai je vais jamais faire pousser et c'est pas grave. Donc en fait, c'est OK aussi. La procrastination, c'est aussi une espèce de filtre en réalité, qui va te permettre de sélectionner les trucs
qui te tiennent vraiment à cœur, tu vois. Mmh. En revanche, s'il y a vraiment un truc où tu dis: «Ça, ce serait vraiment charmé, ce serait trop stylé de le faire, j'aimerais trop le faire» et cetera et que tu sens qu'il y a une petite flamme qui est suffisamment «vaillante» entre guillemets pour, te mettre en action, bah, c'est juste de se concentrer sur: «C'est quoi la première action que je pourrais faire?» Un tout petit truc. Mmh. Pas justement faire un plan en mode, «Ah bah, du coup, je sais pas si je veux lancer mon podcast, il faudrait que j'ai ça et le setup et le machin et le truc», mais juste: «OK, c'est quoi la première action?» et moi, ma première action, c'était juste: «Bah, tu sais quoi? J'envoie un message à Anastasia pour lui partager mon envie de lancer un podcast et on verra bien ce que ça donne» Mmh. et des fois, juste ça, ça permet de mettre la première pièce dans la machine et du coup, tu es déjà dans une dynamique d'action plutôt que dans une dynamique de rêverie et de fantasme où tu es en train de fantasmer ton truc. Mais ça se trouve, en fait, tu sais même pas si tu kifferais vraiment pour de vrai. Tu vois, Mmh. typiquement, le podcast, en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui lancent un podcast et qui en ont rêvé pendant des mois et finalement, une fois qu'ils sont dans le processus, Ouais. et je parle du podcast, mais je parle enfin de Mmh. projet de manière générale, hein, Mmh. et une fois que tu es dans le processus, tu dis: «Mais en fait, je sais pas si ça me plaît tant que ça». Mmh. Du coup, c'est cool aussi de savoir, S'en rendre compte? agir, ouais, agir et puis tester, tu vois? En fait, c'est un peu comme, tu sais, tu trempes l'orteil, Ouais. à la mer et tu vois est-ce que la température, c'est cool ou pas? Et si tu veux pas y aller, bah, c'est pas grave, tu prends la graine, tu la mets dans le tiroir, elle a germé, mais c'était pas ouf et puis tu refermes et tu passes au truc suivant, quoi. Non, non, mais c'est j'aime bien cette idée, en tout cas, cette façon de voir les choses. Dans ces processus-là, que ça soit de lancer un projet, podcast, ou autre, voilà, il y a des tâches qu'il faut, répéter parfois. Ouais. Il y a des tâches qui nous ressemblent, donc qu'on fait volontiers. Tout à l'heure, on en avait un peu parlé, mais il y a d'autres tâches qu'on remet au lendemain. Pour toi, quelle est cette façon-là d'introduire ces tâches-là, en fait, qui sont importantes au final, mais qu'on repousse souvent au lendemain, de les introduire dans notre quotidien, ben, de façon à ne pas avoir à se dire, «Ah ben non, je suis trop dans cette mentalité-là où je repousse tout le temps les choses que je dois réaliser, qui sont importantes, mais je les repousse au lendemain». En fait, je sais pas s'il y a vraiment une stratégie, encore une fois, que tu peux mettre à l'emporte-pièce sur toutes les tâches que t'aimes pas et Ouais. que tu vas devoir faire. C'est simplement pour moi, la procrastination, c'est une histoire de boîte à outils, tu vois? C'est genre, t'as ta procrastination devant toi et t'as une boîte à outils avec toi et c'est de savoir, OK, en fonction de pourquoi est-ce que je procrastine, qu'est-ce que je vais sortir de ma boîte à outils Mmh. pour me mettre en action sur ce truc-là? Je pense que c'est un peu illusoire de se dire: «Je vais intégrer à des routines quotidiennes des tâches que j'aime pas». Parce qu'en vrai, si déjà t'aimes pas la tâche, tu vas pas avoir envie de la faire tous les jours ou même, toutes les semaines. Enfin, Mmh. je sais pas, t'aimes pas les brocolis, tu mets pas ça à ton menu, tous les jours, quoi. Non. Franchement, personne n'a envie de s'infliger ça. En revanche, c'est plutôt de se demander: «OK, quel cadre me permettrait de faire en sorte que la tâche, elle soit moins difficile, que j'ai moins de chances de la procrastiner?» Donc on a parlé pas mal du référentiel extérieur, de dire: «Je prends un engagement à l'extérieur de moi et du coup, bah, j'y vais». Donc déjà, clairement, il y a plein de tâches, genre l'administratif, soyons honnêtes, c'est une très bonne chose qu'il y ait des deadlines et qu'il y ait des sanctions financières qui viennent avec. Parce que sinon, personne n'aurait envie de enfin, Ouais. sauf les gens qui aiment ça et ça existe, mais personne n'aurait envie de faire sa compta et de faire ses justificatifs et tout. Mmh. Mais il y a après toutes les autres tâches qu'on n'aime pas trop faire et qui sont plus ou moins indispensables. Bah, il y a 2 manières de faire pour moi. C'est soit on trouve une autre manière de faire ce enfin, on trouve une alternative, genre je décide de ne pas faire cette tâche, mais du coup je vais faire différemment. Comment est-ce que je peux faire pour éviter cette tâche, mais obtenir le même résultat? Je te dis n'importe quoi, si tu détestes, poster, produire du contenu pour Instagram, bah, en fait, il y a plein d'autres manières de communiquer et plein d'autres manières de faire connaître ton contenu et cetera. Mmh. Et si tu as tendance à procrastiner le fait de créer du contenu sur Instagram et que ça arrive tout le temps, bah, c'est OK, comment est-ce que tu peux faire en sorte de ne plus jamais avoir à faire ce truc-là? Mmh. Et peut-être qu'il y a d'autres modes de communication, qui te permettraient d'oublier enfin, tu vois, de ne même plus avoir cette tâche dans ta to do list. Donc ça, c'est la première option. Et puis là donc je dis: «Je trouve une alternative pour ne plus jamais faire cette tâche». La délégation, l'automatisation et cetera sont aussi des options dans ce cadre-là. Et la deuxième option, c'est comment est-ce que je fais pour faire en sorte que cette tâche, elle soit la plus facile et la plus, fluide possible? Mmh. Que au lieu que ça me semble être, une montagne à gravir, bah, ce soit hyper simple, en fait. Mmh. Et là, du coup, souvent,
Avec mes clients, on travaille sur des process. Donc, alors les process, je sais que quand on vient du milieu corporate, tu as l'impression que c'est un diagramme hyper compliqué, que Oui, personne ne regarde, c'est que l'image que surtout j'ai en tête. personne n'applique et à part les gens de la qualité, personne n'en a rien à cirer. Mais les process, en réalité, pour moi, quand tu le prends d'un aspect beaucoup plus pratique et opérationnel, c'est en fait le reflet de ce que tu vas faire. Donc, par exemple, j'avais travaillé avec la cliente dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, qui avait tendance à procrastiner sur les trucs administratifs, etc. Un de nos axes de travail, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit clair, facile, etc. Mmh. Et du coup, on a mis en place un process. Un process, c'est quoi? C'est une recette de cuisine. Ok? Donc, Mmh. on oublie les diagrammes compliqués des départements Déjà, ça financiers sent bon, là. et on imagine la tarte au citron. Et là, tout de suite, on a vachement plus envie de faire des process. Un process, c'est simplement une recette de cuisine qui te dit, pour faire ta tarte au citron, il faut que tu aies 3 œufs, 3 machins, bidule truc. Et les étapes, c'est A, B, C, D. Ok? C'est ça un process. Et donc, en mettant en place des process sur les tâches qu'on a tendance à procrastiner, bah, on a une recette de cuisine. Donc, plutôt que de se dire, ah là, faudrait que je fasse un gâteau au chocolat, mais je sais pas comment m'y prendre. Et puis, du coup, tu tâtonnes toujours un petit peu et c'est toujours un petit peu artisanal et tu vois, bric-à-brac et tout. Bah là, tu as un process et du coup, tu crées un espèce de tutoriel en fait pour toi-même, pour que du coup, quand tu dois te mettre sur ta tâche, c'est ah, aujourd'hui c'est facturation. Bah, facturation, trop facile. Je sors mon process et je suis la recette. A, B, Mmh. C, D. Et du coup, ça crée plus de fluidité, ça enlève la friction. Et ça crée aussi finalement les process, une situation où tu te poses moins de questions. Mmh. Et moins tu te poses de questions, et moins il y a de place pour la procrastination. Parce que la procrastination, c'est ça, c'est tu te poses trop de questions Ouais. dans ta tête. Donc moins il y a de questions, moins il y a de procrastination. Mmh. Donc si je reprends les deux axes que j'ai dit, c'est première option, je fais en sorte d'éliminer complètement la tâche de ma to-do. Mmh. Deuxième option, si je dois quand même la faire, bah, je fais en sorte que ce soit le plus facile et le plus fluide pour moi. Mmh. Hier, j'étais au téléphone avec un ami Ouais, et il me disait que, il avait quelque chose à réaliser. Il a un peu de temps libre en ce moment, donc il s'était mis à jouer à un jeu vidéo. ok, Il avait commencé peut-être à 10 heures ou 11 heures, peu importe. Il devait s'arrêter à midi, mais il s'est arrêté à 14 heures, 14h30. Et en fait, tu vois, ça nous arrive souvent, bah, justement, c'est paradoxal, on a besoin de certaines échappatoires, tu vois. ouais, On fait des choses qui vont nous faire nous sentir bien, mais on a souvent du mal à se mettre une limite de temps. mm, Et c'est bien de faire ces choses-là, c'est une soupape de décompression, comme tu le dis, mais il faut savoir dire stop à un moment donné. Mais moi, enfin, ça m'arrive souvent de ne pas me dire stop et de continuer de déborder sur 30 minutes, 1 heure, et au final, ça repousse des tâches au final qui ouais, sont importantes. ouais. Et à la fin de la journée, bah, je me dis, j'ai pas eu le temps de finir toutes les choses que j'avais prévu de faire. Comment on peut arriver justement à se mettre ces limites-là? Est-ce que c'est bien de se mettre des limites même? Je pense que c'est pas une mauvaise chose de se mettre des limites. Il y a une règle qui a été inventée entre guillemets par une américaine qui s'appelle Mel Robbins et qui est hyper utile dans ce genre de situation. C'est la règle des 5 secondes. Donc en gros, la règle de 5 secondes, elle dit quoi? Mel Robbins, en gros, elle était dans une situation où elle était dans vraiment une sale passe dans sa vie, tu vois. Elle procrastinait tout, elle avait du mal à sortir de son lit le matin, etc. Donc du coup, vraiment compliqué à tous les points de vue et elle était vraiment dans ce petit cercle vicieux, tu vois, qu'on décrivait tout à l'heure de, moins j'en fais, moins j'en fais, moins j'en fais, moins j'en fais, enfin, tu vois? Et en gros, elle raconte que un jour, elle est devant sa télé et elle voit une fusée décoller. Donc tu vois le 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Et elle se dit: «Mais en C'est un beau fait» décollage. c'était un bon décollage. Et en fait, elle dit: «Mais en fait, il faut que je devienne une fusée». Parce que la fusée, elle se pose pas de questions, tu vois? La Mmh. fusée, elle se dit pas: «Oh, est-ce que j'ai envie de décoller? Est-ce que je serais pas en est-ce que je dormirais pas une petite heure de plus et tout?» Non, la fusée, c'est 5, 4, 3 et elle décolle. Et donc en fait, elle se dit: «Je vais m'inspirer de cette fusée et je vais mettre en place la règle des 5 secondes». Donc la règle des 5 secondes, c'est si je me dis: «Ah, il faudrait que je fasse ce truc, que j'arrête de manger le chocolat, que j'arrête ce jeu vidéo, que je sais pas quoi», tu lances un compte à rebours dans ta tête, 5, 4, 3, 2, et avant d'arriver à zéro, tu décolles. C'est-à-dire, tu te mets en action. Et souvent, se mettre en action, bah, c'est, tu vois, dans le cas de ton ami qui joue aux jeux vidéo, c'est de dire, mais en fait,
Se mettre en action, c'est j'appuie sur, sauvegarder, je quitte la partie. C'est, si on est sur des trucs où c'est des parties genre du Fortnite ou des trucs comme ça, c'est je ne lance pas une game supplémentaire. C'est voilà, c'est 5, 4, 3, 2. Si je suis devant Netflix, je ferme Netflix. Mmh. Voilà, c'est ça en fait, c'est je fais une action de manière concrète, voire je fais une action physique, tu vois? Mmh. Avant le, 0 et ça marche hyper bien pour se mettre dans une énergie d'action et en fait, pourquoi est-ce que ce temps de 5 secondes, il est hyper important? Parce que a priori, il y a des études qui ont démontré que 5 secondes, c'est à peu près le temps que met, ton cerveau à se mettre en mode objection. Donc tu vois, on parlait tout à l'heure de: «Il faudrait que je fasse ça» et puis derrière, il y a le cerveau qui prend le relais et qui dit: «Ouais, mais franchement, ça va être difficile, franchement, flemme, franchement, je sais pas quoi». Bah, du coup, ces 5 secondes-là, c'est ta fenêtre de tir avant que ton cerveau, il commence à capter que ça va être difficile, douloureux, que ça va te demander des efforts, tu vois? Et donc du coup, tu lances le compte à rebours et boum, tu vas. Et donc par exemple, ça peut être, dans le cas de ton ami, ça peut être: «OK, je me lève», tu vois? Vraiment Mmh. un truc physique, c'est encore plus puissant Mmh. parce que tu te mets vraiment en action physiquement. Je change de position, je vais chercher un verre d'eau, je sais pas quoi, mais du coup, tu vois? Vraiment, j'ai cette impulsion, dont on a parlé, tout au long de notre conversation. Ah, je n'avais pas cette façon de voir les choses et je ne connaissais pas cette méthode de 5 secondes, mais je pense qu'elle va beaucoup m'aider. Et en vrai, pour en avoir discuté avec, plein de gens qui font par exemple du sport, a priori, c'est un truc que beaucoup de gens font de manière assez instinctive, tu vois? De Mmh. dire: 5, 4, 3, 2, OK, je sors, je prends mes baskets et j'y vais. Mmh. Parce que si tu comptes juste sur ta discipline ou juste sur ta motivation, soyons honnêtes, ça ne marche pas ou Ouais, en tout cas, ça marche assez peu. Et les 5 secondes, c'est vraiment le: je deviens une fusée là, j'arrête de me poser des questions et juste je je fais. fonce. Ouais, Ouais. Dans ce podcast, il y a une question de fermeture. ouais. Donc l'invité précédent pose, une question à l'invité du jour. Donc une question t'a été laissée et la question est: «Si c'était à refaire, vivrais-tu la même expérience et aventure que la vie t'a offerte pour en arriver là où tu es?» C'est hyper profond comme question. Hem, je pense que oui, en vrai. Alors déjà, pour être très honnête, j'ai pas eu une vie très compliquée, donc je me dis pas, «Ah là là, cette période de souffrance, très forte, j'aurais bien aimé me l'éviter» ou «Ça aurait été, plus cool de vivre sans». Et surtout, je pense que chaque, période qui a été compliquée a été comme une espèce de désert un peu fertile, tu vois? C'est-à-dire, ouais, tu traverses le désert, oui, c'est difficile, mais ça m'a appris beaucoup de choses et je pense particulièrement à mon expérience entrepreneuriale en 6 ans et puis je t'ai dit que j'ai été coach depuis 3 ans, donc tu bien qu'il y a eu plein de chamboulements entre-temps et cetera. Mais c'est une expérience que je trouve, à la fois difficile sur plein d'aspects, mais en même temps tellement excitante et tellement enrichissante que je sais pas si je pourrais faire autrement que comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que demain tu me dis: «Il faut que tu fonctionnes autrement et que tu quittes la difficulté de l'entrepreneuriat pour aller dans de la stabilité, de la sécurité ailleurs». Hem, je sais pas si j'y arriverai parce que je sais ce que ça me coûterait, Mmh. la stabilité et la sécurité et du coup, je pense que j'ai plutôt envie de continuer à vivre cette aventure. Mmh. J'allais dire à fond, pas à fond au sens, à 1000 à l'heure, mais à fond au sens, en l'embrassant, tu vois? Mmh. Donc non, je pense pas que je changerais, quoi que ce soit parce que les difficultés que j'ai pu avoir au final, et évidemment, ça prend du temps et évidemment, ça demande à une capacité de prise de recul, qui se fait pas en 2 secondes. Mais les difficultés que j'ai pu rencontrer, elles ont toujours été des portes ouvertes sur des nouvelles opportunités. Claire, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça m'a fait, enfin, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Je pense que les auditeurs et les auditrices aussi, vont apprendre pas mal de choses. Ils pourront également te suivre. Tu as également ton podcast, Bye Absolument. Bye Bye Procrastination. Je mettrai les liens de toute façon, hein, pour que, les gens puissent te contacter même, hein, si, s'ils ont besoin de se faire accompagner. Mais en tout cas, je trouve que, enfin, tu as trouvé ta voie, je trouve que tu fais bien les choses que tu fais. J'ai parcouru ton site internet, j'ai écouté certains de tes podcasts et ça se voit que tu aimes ce que tu fais et c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité et aimé t'avoir sur ce plateau-là. Avec grand plaisir, merci à toi. Je t'en prie.